Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors, je vois que l'image n'est pas super nette. J'espère que ça va aller quand même parce que, alors, pour tout vous dire, nous sommes, hop, voilà, on va décaler un petit peu. Nous sommes le matin et il pleut, donc je suis encore une fois sous la lumière électrique, évidemment. Et puis c'est rare que je tourne les vidéos le matin, c'est plutôt fin de matinée ou début d'après-midi. Je vous avoue, ça pique un peu là ce matin. En plus, on sort enfin, moi, je travaille pas le lundi, donc c'est pas un jour férié, mais quand même, on apprécie d'avoir voilà, plus de temps avec les enfants, de pas être obligé de courir tout le temps entre l'école, les activités, le travail. Donc, c'est vrai que ça fait du bien. Ces deux week-ends prolongés ont quand même fait du bien. Voilà, donc, mais bon, bah, il faut malheureusement reprendre le travail. Puis bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie au travail, donc j'avoue que j'y vais un petit peu avec un peu l'angoisse au ventre et les boulets aux pieds, donc c'est pas génial. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour un petit point lecture suite à Avril autour de l'ASF. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler des films que j'ai regardés pendant ce temps-là. J'ai déjà essayé de faire les livres. Avril autour de l'ASF, c'est organisé par Céline Lecture, hein, qui n'a pas de chaîne YouTube mais un compte Instagram. Il suffit de faire @Céline Lecture, vous allez la trouver. Et tous les ans, enfin là je crois que c'était, je ne sais plus quelle troisième, quatrième année, je ne sais plus. Elle organise Avril autour de la SF. Donc moi j'ai pris un petit peu en cours. Le problème c'est que j'ai été bloquée par pas mal de SP et c'était beaucoup de SP mais en Heroic Fantasy ou en Fantasy. Donc j'ai pas pu vraiment mettre mes livres, voilà, de mes services presse dans les malheureusement dans Avril autour de la SF. Mais voilà, il y a des livres qui me tentaient depuis un moment et puis surtout je me suis fait plaisir en même temps, donc c'était vraiment sympa. Donc il y avait aussi des soirées dédiées comment on regardait un film, le même film en même temps. J'en ai profité pour revoir des films aussi, pour cocher des cases. On peut mettre des films, des feuilletons, des graphiques, voilà, des jeux vidéo aussi. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Je sais pas si c'est la lumière électrique qui me donne une image pourrie, mais bon, c'est pas terrible, terrible. Je vais vous parler du livre donc, un de mes préférés durant ce challenge. Un auteur que j'ai découvert, c'est Romain Benassaia. Alors, là, c'est les naufrages. Pardon, je suis matin, ça va être dur. Les naufragés de Véloa de chez Pocket. Donc, c'est la première fois. Donc, là, on est dans de la SF, mais encore une fois, moi, je vous dis, je ne suis pas du tout scientifique pour dessous. Quand ça commence à rentrer aussi dans des grands principes philosophiques, je suis perdue. Et dans les livres que je vais vous présenter, c'est pas le cas. Donc, ça se lit quand même assez facilement. Celui-là, franchement, je l'ai dévoré. Alors, après, c'est des. Voilà, ils font 550 pages. Mais vraiment, une superbe découverte. J'ai acheté un autre de ses romans. D'ailleurs, ça doit être Pyramide, je crois que j'ai acheté. En fait, on se retrouve à l'heure où on est au 28e siècle. Les hommes ont quitté la Terre, hein, la Terre qui est devenue complètement invivable suite aux problèmes climatiques. Elle est agitée de séismes, de tsunamis. Enfin, certains sont parfois envoyés pour aller récupérer des choses sur Terre, mais il n'y a pas une mission depuis un moment parce que c'est hyper dangereux d'y aller. Et on va suivre plusieurs personnages. Alors, ils ont la faculté. Alors, disons que quand les hommes se sont enfuis de la Terre dans des vaisseaux spatiaux, il y a des gens, des humains qui sont arrivés sur Mars et d'autres qui sont arrivés sur Vénus. Et ils ont construit une nouvelle société. Celle de Mars, notamment, une société où vous avez un. C'est une entité en fait qui est représentée sous forme humaine, mais qui est une entité, une sorte d'intelligence artificielle plus qui décide pour tout le monde. Sur Mars, on ne laisse plus les hommes décider parce qu'on a vu que ça a été catastrophique autrefois sur Terre, donc on ne laisse plus faire. Alors ils ont aussi inventé la technique aussi bien sur Mars que sur Vénus de pouvoir quand ils meurent, de pouvoir se réintégrer dans des clones d'eux-mêmes. Donc ça, c'est un petit côté pratique quand vous mourrez. Mais surtout, le plus terrible dans l'histoire, c'est qu'il n'y a qu'une partie de l'humanité qui est allée sur Mars et qu'une partie de l'humanité qui est allée sur Vénus. Tous les autres humains qui ont essayé d'atterrir sur ces planètes ont été repoussés parce qu'il n'y avait pas assez de ressources. On ne voulait pas qu'ils se reproduisent la même chose que sur Terre. Donc tous ces humains qui ont été repoussés, ça fait des siècles qu'ils tournent voilà, autour de la du système solaire.
qu'ils se mettent dans des satellites. Il y a une scène qui est assez effroyable quand même, où ils atterrissent dans un satellite de Jupiter, je crois. Euh, et on voit dans quelles conditions ils vivent, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de ressources, donc les enfants meurent de faim, ils sont déshydratés, voilà, c'est le règne du plus fort. C'est vraiment une anarchie, quoi. C'est le plus fort qui domine et les enfants sont en train de mourir à petit feu. Et on les laisse mourir parce que les Martiens et les Vénusiens les ont repoussés. Cette scène, elle est vraiment très très choquante. Et on les considère comme des moins que rien, quoi. Voilà, c'est la lie de la société, alors que bon, voilà, ils n'ont pas eu la chance de faire partie des vaisseaux qui sont arrivés les premiers sur Mars ou Vénus. Donc on va suivre un pilote, alors je ne sais pas si les noms sont marqués, Marc, qui lui est un martien. On va suivre, alors est-ce que les autres, non, les noms ne sont pas notés, une vénusienne et une jeune femme qui, elle, est une jupitérienne, donc une moins que rien, mais qui a sauvé la vie de cette vénusienne. Je ne sais pas si je vais retrouver son nom. Et cette vénusienne est la fille du commandant ou du chef de Vénus, donc évidemment, du coup, elle a le droit à un statut spécial, elle a été protégée. Du coup, elle a pu un peu sortir voilà, du marasme qu'est la vie sur Jupiter. L'action commence quand Marc se réveille après une mission et il doit être envoyé sur une autre mission puisqu'on a constaté que des humains avaient apparemment colonisé une planète. Donc il se pose deux questions. La première, c'est comment les humains ont réussi à atteindre cette planète qui est hors du système solaire, parce qu'il faut, voilà, faut une certaine technologie qu'ils n'avaient pas. Et est-ce que cette planète est vraiment habitable? Et dans ce cas, bah, ça les intéresse évidemment de piquer la planète aux autres. C'est pas gênant s'ils les ont repoussés jusque-là. Donc voilà, il y a tout ça, mais en même temps, Marc, il a une petite voix. Enfin, ils sont accompagnés d'intelligence artificielle et son ancienne intelligence artificielle qui date d'une autre mission vient lui parler et il a des flashs de son ancienne mission qui va jouer un rôle très important, ça va revenir petit à petit, qui va jouer un rôle très important dans le présent de l'action du roman. Et voilà, donc ils partent tous, on va suivre d'abord ces personnages-là sur la planète Véloa, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le nom de la planète de toute façon, Véloa. Et en même temps, on va voir ce qui se passe sur Véloa. Alors Véloa, c'est une société très particulière. Alors, les conditions de vie sont quand même pas faciles. Il y a vraiment qu'un petit passage où les humains peuvent vivre. Et c'est une société, en fait, dirigée à la fois par une armée et par des prêtres, des prêtresses même qui adorent une déesse assez quand même. Il y a des statues d'elle assez impressionnantes. Elle a des crocs qui lui sortent de la bouche. Enfin voilà. Et ils obligent les jeunes femmes à se marier, à se reproduire. Voilà, c'est pas, on va dire que c'est pas le super pied. Donc on va avoir nos deux personnages vénusiens et martiens qui vont arriver là-dessus, qui vont rencontrer, et puis la jupitérienne aussi, qui vont arriver là-dessus, tous avec des envies différentes, des missions différentes, parce qu'ils se cachent des choses. Et puis ils vont rencontrer une des habitantes de cette planète. Et petit à petit, on va comprendre comment ils ont réussi à en arriver là. Quel est le système de fonctionnement de ces planètes, des prêtresses? C'est assez impressionnant quand même. Enfin, on voit toute la folie humaine. En même temps, il y a d'autres enjeux qui sont là aussi, notamment concernant Mars et l'entité qui dirige Mars, enfin l'intelligence artificielle qui dirige Mars. Et en fait, tout est imbriqué, tout est lié. Voilà, c'est passionnant. On reparle de problèmes climatiques parce qu'une fois encore, même sur la nouvelle planète, il y a toujours des risques que voilà qu'elle subisse le contre-coup de voilà d'arrivée d'humains. On parle d'humanité parce qu'effectivement, les Martiens, les Vénusiens ont complètement laissé à l'abandon les autres humains. Et c'est vrai que je vous dis, il y a cette scène effroyable où ils vont, je crois que c'est dans un satellite de Jupiter, mais voilà, c'est horrible quoi. Comme les enfants en plus n'ont pas de soleil, il n'y a pas de soleil ni rien, il y a pas d'oxygène pur, ils grandissent pas, enfin, ils sont même plus que chétifs, ils sont squelettiques. Enfin, voilà, c'est une scène qui est très frappante. Il y a d'autres enjeux, parce qu'ils veulent s'emparer de cette planète et surtout de la technologie qui a permis que ce navire empli d'humains
voilà, qui n'arrivaient pas, qui ont été chassés de partout, comment ils ont réussi à atteindre cette planète. Ils voudraient aussi trouver cette technologie. Donc c'est vraiment bien écrit. Je vous dis, c'est pas compliqué. Il n'y a pas il y a pas de termes techniques. Voilà, ça parle pas dans des considérations trop philosophiques ou c'est pas trop technologique. Et du coup, ça se lit très bien. C'était vraiment passionnant. Céline, de Céline Lecture m'a dit que Pyramide est encore mieux. Il y a l'Arche de. Il y a un autre roman aussi. C'est l'Arche de. Ah non, c'est Arca. Arca, mais je crois que c'est sorti sous un autre titre. Les naufragés de Péloa, Pyramide. Voilà, et ça, c'est son troisième roman. Et Arca. Je crois que c'était la dernière Arche. Sinon, ils sont sortis ils sortent chez Critique, mais là, c'était chez Pocket Jeunesse. Je vais avoir du mal à vous faire. C'est le matin comme ça, je suis pas réveillée. Je vais avoir du mal à vous faire, je pense, un point lecture rapide. Donc, chez les éditions Critiques, justement, j'ai commencé Second œcumène de John Crossford. Alors, le tome 1, Régulus. Donc là, c'est pareil, on se retrouve dans un monde, ça se passe dans le futur, évidemment. Là, vous pouvez voir, il y a une superbe petite carte. Et en fait, on voit qu'il y a voilà, les différents mondes, constellations. Alors, on est loin de la Terre. Hein. La Terre a été quittée aussi il y a très longtemps. Et voilà, les humains se regroupent dans des constellations différentes. Donc, c'est un peu la crise dans ce monde, puisque l'empereur qui le dirige est en train de mourir. Évidemment, son fils ne pense qu'à s'emparer du pouvoir. Enfin, il y a plein de gens qui sont intéressés pour s'emparer du pouvoir, pour avoir de l'influence. Voilà. Et on va suivre un des personnages. Je crois qu'il va y avoir 5 tomes en tout. Et je crois qu'on va retrouver chacun des personnages. Et ce personnage, en fait, est affilié à la famille impériale. Mais c'est un enfant illégitime, mais on cherche à le tuer. En fait, on veut se débarrasser de toutes les personnes qui pourraient prétendre au titre d'empereur. Donc, il est obligé de fuir. Et on le retrouve des années plus tard sur une autre planète sous une autre identité. Il va se trouver mêlé à des problèmes sur une planète aussi où pareil on a un homme qui jusqu'ici dirigeait le système solaire d'une façon assez juste mais qui va être remplacé par son fils qui est une véritable ordure, qui exploite les gens, hein, parce qu'on a des miniers qui sont sur un des satellites de ce système solaire, des mineurs. Je vous dis, c'est le matin comme ça pique. J'ai pas les yeux en face des trous, c'est horrible. Donc des mineurs, voilà, donc il utilise on utilise les mineurs, on les exploite. Donc lui il va se retrouver avec eux, voilà, il va être plus ou moins accepté. Bon, il y a toute une histoire avec lui. En fait, on va suivre différents personnages. Alors, ils vont pas forcément se rencontrer tout de suite, mais plus vers la fin. D'autres qui ne se sont pas encore rencontrés. On va suivre aussi un jeune, parce qu'il y a tout un système solaire qui s'appelle Vatican, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Vatican. Donc là, on est dans un système religieux, évidemment. Donc, ils ont continué à garder un semblant de religion qui ressemblait au christianisme. Et il y a un jeune prêtre qui est envoyé aussi en mission, sauf qu'on lui cache un peu des choses. Alors ce jeune prêtre, je ne sais pas trop ce qu'il va donner parce qu'il est, ouais, il est jeune, il est naïf, il est manipulé. Est-ce que peut-être un brin fanatique, alors je ne sais pas si ce fanatisme va se révéler davantage dans les autres tomes ou est-ce qu'il va se rendre compte qu'on le manipule, je ne sais pas trop. Donc voilà, voilà, donc vous avez comme ça plusieurs, pas temporalités, mais plusieurs personnages à suivre. On va aussi suivre une jeune femme. Alors comment ils les appellent, je ne sais plus comment ils les appellent. Je ne sais plus. En fait, certains humains, suite à leur fuite dans d'autres systèmes solaires, ont développé des talents, des pouvoirs en fait. Et malheureusement, ils sont réduits à l'état, on va dire, d'esclaves, parce qu'on se sert d'eux pour les télécommunications, pour communiquer d'un système solaire à l'autre, pour anticiper certaines choses, mais on les drogue à mort pour que leur pouvoir soit décuplé. Et on va suivre une jeune fille qui est dans une école où on leur cache la vérité. Évidemment, on ne leur dit pas qu'ils vont être réduits en esclavage.
Et cette jeune fille, moi je l'ai adoré ce personnage. Elle est vraiment géniale parce que on se dit, mais on est content quand elle allume tout le monde, quoi. On se dit, mais vas-y, allume-les parce que c'est des ordures. Voilà, ils prennent des. La façon en plus dont ils prennent ses enfants, enfin la façon dont ils s'occupent, enfin c'est horrible, je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est vraiment, c'est pour eux, c'est rien, quoi. C'est des sous-hommes, alors qu'en fait c'est des surhommes puisqu'ils ont des pouvoirs, mais on les maintient voilà, dans des mensonges, on leur fait croire qu'ils ne sont rien, mais qu'ils vont pouvoir rembourser leurs dettes du fait que c'est la planète qui les a élevés, qui vont pouvoir rembourser leurs dettes en allant sur des vaisseaux, mais on leur cache plein de choses. Voilà, et elle, cette fille, elle est extraordinaire, mais à tout point de vue, et elle est très jeune, je crois qu'elle a que 16 ans, mais elle est vraiment, vraiment géniale. Et à la fin, on a ces personnages, alors non, c'était l'ancien personnage. Celui qui fuit comment la famille, enfin qui fuit le fils de l'empereur, et puis cette jeune fille. Ils vont se retrouver un peu à la fin avec d'autres personnages secondaires, tout ça. Et c'est vraiment bien écrit. Alors c'est pareil, hein, c'est un beau bébé quand même, mais c'est voilà, je vous dis encore une fois, il n'y a pas trop de termes techniques, c'est pas trop scientifique, donc c'est voilà, on est plus dans voilà, on va plus parler effectivement encore une fois de la fragilité des planètes. Hein. La Terre a été quittée encore une fois parce qu'elle elle n'était plus viable. Vivable ni viable. On va parler de ce que les humains font subir à d'autres humains. On va parler de pouvoir, de conflits, de complots, d'alliances. Voilà. Et on suit ces personnages qui se retrouvent embrigadés là-dedans alors qu'ils n'ont rien demandé. Et c'est vraiment super. Alors j'ai le tome 2 dans ma palle, le tome 3, je ne sais plus. Il y en a un qui vient de sortir, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4. Mais c'est une série que je continuerai à suivre. J'ai aussi, voilà, ça me faisait envie depuis longtemps. Alors, là, c'est un graphique. Alors je vous le dis en anglais, Do Androids Dream of Electric Chip. Alors, si vous connaissez un petit peu, vous allez reconnaître ce que c'est. Ce titre, c'est aussi le titre en anglais du roman de Philip K. Dick dont a été adapté le film Blade Runner. Alors moi je suis une fan inconditionnelle de Blade Runner, le premier, hein, le deuxième beaucoup moins. Donc alors c'est pas je pensais que c'était une adaptation du roman et pas du tout en fait, ça se passe avant Blade Runner. Donc on a c'est en deux parties, on a ces deux parties voilà et la série est finie. C'est chez, je ne sais même pas, Atmosphère, Emmanuel Proust édition, je connaissais pas. On va suivre, donc ça se passe juste avant le Blade Runner, donc il y a eu une guerre qui a décimé beaucoup d'humains, le nucléaire a été déclenché, donc il y a eu des retombées, il y a beaucoup d'humains qui sont morts, les animaux sont en train de disparaître, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu Blade Runner, on voit qu'il y a quasiment plus de vrais animaux, c'est des copies en fait, mais ça reste des robots, c'est pas des vrais animaux. Et les androïdes ont notamment participé à cette guerre et certains se sont rendus compte, enfin l'un d'eux s'est rendu compte qu'en fait les humains étaient très faibles par rapport à eux, à leur pouvoir. Donc il a emmené avec lui un petit groupe d'androïdes. Ils veulent leur liberté, surtout ils veulent éradiquer la race humaine, parce qu'ils disent ils nous sont inférieurs, on leur doit rien. Donc en fait on va suivre un autre androïde qui est, alors c'est pas Malcolm. Si c'est Malcolm qui est. C'est ça, hein. Non, je me trompe. Non, Charlie. Charlie qui est lui-même un androïde qui a connu le chef d'ailleurs des chefs de la faction qui se rebelle. Il a fait la guerre avec lui et il est lancé à sa poursuite. Alors c'est assez parce qu'on se rend compte que à la fin qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre dénouement que celui. Charlie depuis le début sait comment ça va se terminer. Nous on ne le sait pas évidemment et c'est vrai qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre dénouement. Il va s'adjoindre les services un peu forcés de Malcolm Reed. Malcolm, oui, c'est lui. Alors Malcolm, il a un gros problème. Malcolm était un enfant normal. Il est arrivé, enfin, normal, vous voyez, bon, voilà, qui avait des sentiments, qui rigolait, et quand il est devenu ado, il a commencé, bon, pour moi, à virer sociopathe, je dirais, parce qu'il n'avait plus aucun sentiment, il ressentait plus rien. Mais le problème, c'est qu'avec les retombées radioactives, il a développé un don, c'est-à-dire que il est empathe, il
donc il ressent toutes les émotions des êtres humains, ce qui pour lui est une horreur. Enfin, vous imaginez, vous passez à travers, vous ressentez tout ce que ressentent les gens, ça le rend malade, ça le bousille. Hein. On voit bien que sur cette image, il est complètement, voilà, il est complètement bousillé. Il en vient même à avoir des hallucinations, avoir des espèces de monstres autour des gens. Et en fait, il se bourre de médicaments pour avoir un semblant de vie normale. Sauf que là, bah, l'androïde Malcolm, Charlie, quand il vient le chercher, il l'empêche de prendre ses médicaments. En fait, il veut se servir de lui pour qu'il repère les androïdes, puisque les androïdes n'ont pas de sentiments. En fait, Malcolm va pouvoir lui dire oui, celui-ci c'est un androïde parce que je ne ressens rien. Alors là, on a quand même une scène assez hallucinante où Malcolm est fait prisonnier par les rebelles et je veux dire, il a de grandes chances pour être tué, hein, il le menace de le tuer et tout, mais lui en fait il n'a pas peur parce qu'il se sent reposé, il est entouré que d'androïdes et comme ils n'ont pas de sentiments, ça le repose, donc il ressent plus rien. Et moi, c'est toujours ce que j'aime dans ce genre de livre ou de film, c'est le questionnement de la part de l'humanité en fait. Parce que voilà, les hommes ont tout détruit, ils ont construit des machines qui sont plus fortes qu'eux. Là, on a un humain qui est, voilà, soit il ressent rien, soit il ressent tout, mais puissance 1000 et ça le détruit. On va suivre aussi une jeune professeure, enfin une scientifique qui essaie de sauver les animaux, enfin de voir ce qu'on peut faire pour sauver les animaux. Notamment, ils ont un lapin. Alors, il n'y a pas d'expérience faite sur ce lapin, vu que c'est un des rares lapins, peut-être le seul qui est encore vivant. Donc vraiment, je veux dire, le peu d'animaux vivants qu'il reste sont choyés. Pardon. Donc ils essaient de savoir pourquoi ce lapin a résisté. Donc je me dis, est-ce que c'est elle qui inventera plus tard les futurs animaux robotiques, je ne sais pas trop. Donc voilà, moi j'aime bien, je trouve que c'est un bon complément au film ou au livre. Le livre, je l'ai pas encore, le roman, je l'ai pas lu de Philippe Cadic. Blade Runner, je l'ai lu je ne sais combien de fois tellement j'ai adoré. Mais voilà, on a toujours cette part d'humanité. Vous voyez, bon là vous avez comment l'androïde Charlie qui doit enquêter, qui doit arrêter les autres, qui tient une chouette morte, une vraie chouette morte. On retrouve des cadavres d'animaux partout dans la ville. Et il se pose des questions sur la mort. Donc on se dit, lui, voilà, il se pose des questions sur la mort. À côté de ça, l'humain avec lequel il travaille, s'il n'avait pas eu ces radiations, bah, moi, il me donne l'impression d'être un peu un sociopathe, donc il est un peu inquiétant. Et voilà, moi, ça m'intéresse toujours quand on interroge comme ça la part d'humanité des gens. Quand il y a eu des grosses catastrophes. En parlant de part d'humanité, je me suis replongée dans un Walking Dead. J'avais commencé la série il y a un moment. Je les avais à la bibliothèque où je travaillais avant. Ensuite, j'ai changé de bibliothèque. On ne les a pas, donc j'ai commencé à les acheter. Ça va, j'ai réussi à m'y retrouver. Donc j'étais au tome 17. J'ai pas fini la série télé non plus, mais elles prennent des chemins assez différentes. Et c'est vrai que j'ai peut-être une préférence quand même pour le roman graphique. Pour le comics. Donc là, c'est dans ce tome-là que nous allons faire connaissance avec Negan et sa mythique Lucille, que nous allons assister aussi à la mort atroce d'un personnage. En fait, ce Walking Dead, c'est comme Game of Thrones. Faut pas vous attacher au personnage parce que vous ne savez jamais qui va mourir. La série, c'est pareil. Alors, la série, ils font pas mourir les mêmes personnes. C'est ça qui est assez rigolo, si je peux dire. Parce qu'il y a des gens qui sont encore dans la série qui ont été tués il y a bien longtemps dans le roman graphique. Et dans le roman graphique, c'est l'inverse. Bon, on a toujours Rick qui est toujours là. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Walking Dead, en fait, c'est un shérif, Rick, qui se réveille d'un coma suite à. Il a reçu une balle suite à une course-poursuite dans le cadre de son métier de shérif. Il se réveille et le monde est envahi par des zombies. On ne sait pas d'où ils viennent, comment c'est arrivé, voilà. Donc ils essaient de survivre voilà. Et en chemin, on va se rendre compte que le plus à craindre, c'est pas forcément les zombies, mais les autres êtres humains. Et voilà, et il y a plein de personnages secondaires qui se greffent tout autour. C'est vraiment super bien fait. Alors bien sûr, c'est en noir et blanc, hein, mais c'est super bien fait. Voilà, encore une fois, on interroge la part d'humanité parce qu'il y a un moment, et je pense que Rick se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de garder des humains en vie, de garder un monde en vie pour nos enfants, si nos enfants, si nos enfants eux-mêmes deviennent des monstres, quoi. Si on perd notre part d'humanité.
Voilà, c'est ce qui, Rick lutte pour sa famille. Il a un enfant, il a une femme, donc il lutte avant tout pour eux. Mais voilà, et quand on voit tout ce qui se passe autour, à un moment, c'est vrai que les plus dangereux, pour finir, une fois qu'ils ont compris comment se débarrasser des zombies, ils ont commencé à apprendre à survivre, on se rend compte que c'est l'homme qui est le plus dangereux pour l'homme, quoi. C'est, voilà, comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme, et c'est vraiment... Et là, c'est, voilà, on arrive... On avait déjà le superbe personnage méchant qui était le gouverneur, qui était vraiment génialissime. Et là, nous avons Negan. Vous avez certainement entendu parler de Negan. On le voit dans la série aussi. Et c'est... voilà. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là où on rencontre... Enfin non, je dis une bêtise. On le voit avant, Negan. On le voit avant. C'est pas le premier. Mais c'est vrai que j'ai... Oh, ça faisait quelques années que je m'étais pas replongée dans Walking Dead. Alors, je vais pas vous montrer cette image-là parce que c'est hyper spoilant si vous avez vu... Si vous n'avez pas vu. On voit ici un peu Negan. Hein, voilà. Non, on le voit dans le... Je pense dans le tome précédent. Mais pas avec Rick. Donc là, on le voit... Là, on le voit ici, Negan. Voilà. Donc c'est vraiment... j'étais vraiment contente de me replonger dedans. J'espère que j'aurai le temps de lire la suite. La série est finie, je crois. La série télévisée est finie. Je crois que le comics aussi... Enfin, le roman graphique est fini. Je vais peut-être avoir le temps de vous parler un petit peu des films, mais pas très longtemps. Pas tous, à mon avis. Alors, j'ai regardé Ad Astra de je ne sais plus qui, mais avec Brad Pitt. De quel réalisateur c'est? Je ne sais plus. Enfin bref, c'est avec Brad Pitt. Alors en fait, on va suivre, c'est pareil, on est dans un futur proche. La situation, une fois encore, est compliquée. Dans la SF, on voit que c'est un trope, comme on dit, qui revient souvent. C'est-à-dire que c'est la merde sur la Terre, quoi. Voilà, les humains s'entre-déchirent, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, il y a des gros problèmes climatiques. Et Brad Pitt est astronaute, il est envoyé sur diverses missions. Et là, des années auparavant, son père, qui était lui-même astronaute, a été envoyé sur une mission vers Mars. Mais on n'a jamais eu de nouvelles de l'équipage, donc on pense qu'ils sont tous morts. Sauf qu'un jour, on reçoit des nouvelles de son père. Donc la sauce, parce que c'est pas le gouvernement qui envoie les gens dans l'espace, mais une société voilà, il faut de l'argent, donc c'est pas forcément les gouvernements les plus riches, décide d'envoyer Brad Pitt et une autre équipe sur Mars pour retrouver l'équipage mort. Lui, il y va parce que c'est son père. Alors il y a des scènes très époustouflantes, mais par contre ne vous attendez pas à un film d'action. Si vous aimez les films d'action ou les films qui se passent un peu... Alors Gravity, ça peut être, avec Sandra Bullock, ça peut être aussi un peu contemplatif, mais il y a quand même pas mal d'action, pas mal de tension. Seul sur Mars aussi, Interstellar, c'est pareil, il y a des moments effectivement de réflexion, mais il y a beaucoup d'action. Ad Astra, c'est très introspectif, c'est-à-dire qu'on entend les pensées de Brad Pitt. Ils sont régulièrement obligés de parler à un psychologue. Alors on ne voit pas le psychologue parce que ça se fait par appareil interposé, quoi. Il parle à un appareil qui retransmet pour voir s'il est toujours bien avant de continuer la mission, s'il est toujours bien dans sa tête. On sent que il essaie d'être froid, d'être détaché, parce qu'il faut garder toujours la tête froide, hein, quand on est astronaute, quand on est dans l'espace, c'est quand même très particulier. Mais on voit qu'il a raté sa vie, sa compagne l'a quitté. On sent bien que ça le marque, même s'il dit que tout va bien, que ça le marque. On sent bien qu'il a très mal vécu aussi, que son père les ait quittés. Voilà, donc c'est très 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 introspectif. Donc je sais, quand on l'a regardé à plusieurs, donc on commentait sur Discord, hein, qui est une application où on peut commenter et créer des groupes, que ce soit autour d'un livre ou d'un film, ou d'autres choses bien sûr. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé cet aspect justement introspectif, qui ont du coup trouvé ça hyper long. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est justement, on est dans les pensées de Brad Pitt et en fait c'est un film qui parle de la solitude parce que cet homme il est très seul. Voilà, il vit dans un monde qui est en pleine déliquescence. Son père l'a quitté. Et son père, qui est interprété par Tommy Lee Jones, donc on voit quelques extraits, on voit son père quand il parlait, tout ça. Mais son père, mais quelle horreur, quelle horreur. Et voilà, et voilà, c'est un homme qui est très solitaire. Et en fait, il y a une réponse à la fin. Et je trouvais que c'était une belle réponse. Je trouvais vraiment que c'était très beau.
que c'est bien d'aller vouloir chercher s'il y a une vie ailleurs, sur une autre vie, parce que le but de la mission qui a été envoyée sur Mars, où a été envoyé le père de Brad Pitt, voilà, c'était pour savoir s'il y avait une autre vie dans l'univers, mais peut-être effectivement qu'il serait bon de se tourner vers la vie qu'il y a encore autour de nous, et pas forcément voilà, pas forcément que vouloir chercher les étoiles ou les autres planètes, ce qu'on a peut-être tout simplement à côté de nous. Donc pour moi, c'est un très beau film, alors très introspectif, avec de très belles scènes d'espace superbes au niveau des effets spéciaux. Mais voilà, je ne vous attendez pas à un film d'action. Voilà, je vous préviens, parce que je sais qu'il y en a qui se sont ennuyés parmi nous qui ont regardé. Alors je me suis refait aussi Minority Report de Tom Cruise. Le film date quand même de 2002. Je vous en parlais très brièvement, hein, c'est parce que j'ai pas trop le temps. Réalisé par Steven Spielberg. Et franchement, ce film, il a plus de 20 ans, il n'a pas pris une ride. C'est incroyable. C'est toujours d'actualité. Les effets spéciaux sont super bien faits. Même les costumes, ils arrivent à faire des choses assez neutres, qui fait que ça fait pas vieilli du tout, hein. Donc là, en fait, on va suivre Tom Cruise qui travaille pour une agence spéciale. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une nouvelle drogue qui a été introduite sur le marché. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette drogue. Et les gens qui ont pris ça ont eu des enfants, donc des enfants qui sont morts, qui étaient mal formés, ou alors des enfants qui ont développé des pouvoirs, notamment dans la police pour laquelle travaille Brad Pitt. Brad Pitt. Évidemment. Je crois qu'en plus, ils avaient tourné ensemble, ça s'était pas super bien passé. Là, ils tourné ensemble, peut-être pas trop les mélanger. Pour laquelle le service de police pour lequel travaille Brad Pitt utilise 3 de ses enfants, donc des jumeaux et une jeune femme, parce qu'ils ont des précaux, ils les appellent parce qu'ils ont le don de précognition, donc ils anticipent les crimes, ce qui fait que dans le futur, on arrive voilà, à anticiper tous les crimes, d'autant plus important pour Tom Cruise, qu'il a eu un passé assez traumatisant. Sauf jusqu'au jour où une des images qui lui est envoyée, qui vient du futur, il se voit assassiner un homme, et on se demande pourquoi, parce qu'il n'a aucune raison d'assassiner qui que ce soit, et on va le suivre dans son parcours. Ce film, si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le, il n'a pas vieilli, ou re-regardez-le, enfin, c'est vraiment génial. Après, je vais vous présenter très brièvement, parce que voilà, le temps passe. Je me suis refait deux Marvel, Avengers Endgame et Avengers Civil War. Enfin, c'est Captain America Civil War, bon, c'est pas dans les Avengers. Et deux X-Men, Days of Future Past et Apocalypse Sabrina. Donc moi, je suis une grande fan de Marvel et des X-Men. Donc vraiment, je me suis fait extrêmement plaisir à revoir ces films. Alors par contre, suivez-les dans l'ordre. Vous allez retrouver l'ordre dans Wikipédia, parce que sinon vous allez vous spoiler. Je ne vais pas vous en parler plus, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà, j'espère que ce petit point lecture cinéma vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à mettre un emoji, à me dire où vous en êtes de vos lectures, de ce que vous regardez. Et puis je vous retrouverai pour une autre fois pour un book haul, je pense. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous embrasse bien fort. Bye bye!